Salut à tous, bienvenue dans le 1330. En plus, cette semaine, j'ai quasiment ma voix complète. Truc de dingue, parce que depuis mi-janvier, c'était pas arrivé. Et je suis avec un nouvel intervenant, Rémi Plantade. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Steve? Tu me dis, je vais plutôt pas mal. Et tu me disais qu'il faisait beau à Toulouse. Ouais, Et ouais. regardez, avec le reflet, regardez, vous voyez le soleil sur la partie gauche de mon visage, que vous voyez à droite. Ça veut dire que ici, à Carrière-sur-Seine, on n'est pas en manque de soleil non plus. On a de la chance parce que c'est la première fois de l'année. Donc on est bien content de t'avoir, Rémi, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la première fois que tu es là, donc c'est cool. Et en plus, tu vas nous parler de la façon de construire une ROM Android, dis donc. Ouais, Ça, c'est c'est dingue. ça. C'est dingue. Ça, on a jamais abordé ce genre de choses dans le 1330. Donc, on est dans l'attente. On veut voir ça. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux lancer. Je dis bonjour au chat en Ouais, même temps. salut le chat. Allez, je démarre. Tu peux. C'est parti. Du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu, déjà en préambule, ce qu'est une ROM Android, ce qu'est une custom ROM, voir un petit peu à quoi ça sert, pourquoi ça peut être intéressant de l'installer sur son device. Et voilà. Et on va faire une petite plongée ensuite par la suite où je vous montrerai un petit peu où aller chercher cette ROM, cette ou ces ROM, comment l'installer sur son terminal, et si on a le temps, comment venir bidouiller cette ROM pour rajouter des fonctionnalités, des choses comme ça. Ça, c'est cool. Donc sans attendre, on va commencer déjà par parler un petit peu d'AOSP. Toutes ces ROM, elles se basent sur AOSP, donc l'Android Open Source Project. C'est ce qui tourne sur tous vos terminaux Android depuis un paquet d'années maintenant. C'est 50 millions de lignes de code, hein. C'est développé avec Ah ouais. pas mal de langages de programmation différents. Donc, effectivement, on pense au Java, au Kotlin plus récemment, mais il y a du C++, il y a du Rust, il y a plein de choses à l'intérieur. Mhm. C'est vraiment un système d'exploitation, donc on imagine un petit peu la complexité de la chose. Ouais. Il y a une nouvelle version tous les ans, mais ça c'est en train de changer. Là, on a Android 15 qui est là et on a Android 16 qui arrive en bêta. Donc, en l'espace de 6 mois, on va avoir deux versions d'Android. Mhm. Donc ça, c'est la nouvelle doctrine de Google là, qui veut se caler un petit peu sur les sorties des flagships au niveau des constructeurs. Donc ils vont sortir des versions plus récentes. Ça ne nous arrange pas forcément à nous les modeurs, parce que qui dit sortir des versions plus souvent, dit devoir intégrer ces versions plus Mhm. régulièrement. Voilà, donc en version 14, non, on est en version 15. Moi, sur mon terminal, je crois que j'ai Android 15, effectivement. Là, on en est à la 15 et il y a la 16 qui est sortie en bêta. Mhm. Donc, une custom ROM, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ni plus ni moins qu'un fork d'AOSP. Donc, Mhm. on se base sur une certaine version d'AOSP auquel on va pouvoir venir ajouter ou supprimer des fonctionnalités. Donc ça se fait par des équipes donc de développeurs, des maintainers sur différentes ROM. Et il y a, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ce travail de merge et de modification, il y a également sur les ROM les plus populaires un travail de suivi et de mise à jour. On va venir Mhm. merge toutes les updates que Google fait sur AOSP, que ce soit en termes de security patch ou même de nouvelles fonctionnalités, pour maintenir sa ROM à jour. Et il faut savoir qu'une ROM, elle se base sur les sources d'AOSP, mais elle est spécifique à un téléphone, un device. Mhm. Donc le device, c'est vraiment c'est le modèle du téléphone. Mais modèle, c'est pas seulement, on va dire, un Samsung Galaxy, j'en sais rien, A5, ça va être le A5 ou le A5 Plus. Ça, en fonction de si le hardware a été changé entre deux variantes et de même Ouais. modèle, on va avoir possiblement deux devices différents. Tout simplement pour pouvoir gérer les drivers en fait de manière différenciée, les paramètres dans le kernel, des choses comme ça qui peuvent être spécifiques à certains devices. Voilà, donc une ROM, c'est un petit peu tout ça, c'est les sources d'AOSP, des fonctionnalités qu'on peut venir ajouter ou supprimer, et une adaptation, une configuration pour un device donné. Ok. T'hésites pas à m'arrêter, hein, Steve, bien sûr, s'il y a Pas de des souci, questions dans le t'inquiète chat, pas. mais Non, pour l'instant, ils sont béats d'admiration comme moment. ça marche. Donc, les avantages d'installer une custom ROM. Alors déjà, ça permet de rester à jour. Parce que si on va chercher les ROM les plus qui ont pignon sur rue sur le marché, GrapheneOS, Pixel Experience, LineageOS, c'est des ROM qui sont vraiment maintenus, qui suivent et qui sortent des updates pour Lineage, c'est quasiment toutes les semaines, je crois. Mhm.
et qui vont permettre en fait de maintenir un device à jour. Quand votre constructeur va arrêter de faire les mises à jour Android, en fait, vous pouvez très bien trouver une custom ROM qui permet de profiter de la dernière version et des dernières fonctionnalités d'Android. Bon, à condition qu'elle ait été portée pour votre device ou que vous l'ayez fait, en fait, on verra ça plus tard. Ça permet également de prolonger la sécurité, effectivement, avec ces patchs et ces security updates que fournissent les ROM. Il faut savoir que sur les Google Pixel, Google, maintenant, il garantit, je crois, 7 ans de mise à jour de sécurité. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et donc, c'est bien que Google le fasse. Et ça permet de le porter pour d'autres devices. Parce que cette politique de garantie de suivi logiciel, elle est pas généralisée, bien au contraire. Donc, ça permet aussi de customiser son expérience. Et moi, j'ai envie de faire le focus sur la réduction de l'empreinte numérique et de l'exposition. Je m'explique. Sur une ROM Android de base, vous avez un terminal qui se base sur donc le système AOSP, sur lequel votre constructeur, donc Samsung, Google, Xiaomi, vient mettre une surcouche, et sur lequel votre opérateur, si vous l'achetez un opérateur, vient mettre une surcouche aussi. Donc, ça veut dire que quand vous recevez votre terminal chez vous, vous avez tout un tas d'applications qui envoient tout un tas de données, en fait, je ne sais où, dans le cloud, sur vos usages. Et le fait d'installer une ROM custom, et notamment via l'offre, on va dire, qu'on peut trouver sur ces custom ROM sur le marché, va vous permettre de réduire cette empreinte-là, et on va dire d'avoir un système beaucoup plus minimaliste. Alors minimaliste, ça ne veut pas forcément dire moins utilisable, mais vraiment vous aurez ce qu'on appelle les bloatware typiques qu'il y a sur les smartphones, donc toutes les applications un petit peu pourries qui envoient de la data, tout ça, vous les aurez pas sur les custom ROM. Ou alors il faut vraiment que les maintainers aient une idée farfelue pour intégrer ces choses-là, mais la première chose qu'on fait quand on crée une ROM, très souvent, c'est qu'on part d'une base saine, sans tous ces traceurs, et ensuite on release en ajoutant ou pas des fonctionnalités. C'est en tout cas on va dire la philosophie de ROM comme LineageOS, GrapheneOS, etc. Comme des gros avantages des custom ROM, c'est ça. Bon, il y a des avantages, il y a également des inconvénients, forcément. Vu que vous allez flasher un nouveau système sur votre téléphone, il faut quand même être un petit peu attentif à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Il y a effectivement un risque de brick du device pour certains devices. Donc quand on dit un brick, c'est impossibilité de redémarrer, voire même impossibilité de revenir en arrière et de reflasher le système d'origine. Ça peut arriver de briquer son téléphone à tel point qu'il faille le renvoyer en fait chez le constructeur pour avec ses outils internes, pour qu'il vienne reflasher, on va dire, écraser tout ce qu'il y a sur la ROM. Bon, ça c'est des cas vraiment à la marge. C'est quand même assez rare et il faut vraiment, on va dire, ne pas prêter attention au how-to pour l'install de la ROM et faire un petit peu n'importe quoi. Moi, ça va faire, je sais pas, presque plusieurs années en tout cas que je fais ça sur mon téléphone. J'ai fait tout un tas de choses dessus, j'ai pris pas mal de risques et je l'ai jamais briqué. On arrive la plupart du temps toujours à reflasher une ROM par-dessus et repartir vanilla avec un système sans trop de problèmes. En termes de rupture de garantie, il faut savoir qu'en Europe, flasher son téléphone et même le briquer, ça ne constitue pas une rupture de garantie. On a le droit d'installer, on a le droit de modifier le software de son téléphone. Ça pose pas de problème là-dessus. Donc, alors il faut voir avec les constructeurs, et il y a quand même pas mal de constructeurs qui acceptent de reprendre les téléphones en RMA. Ça va coûter 10, 20, 30 euros avec l'expédition, mais on peut le faire débriquer comme ça. Je sais. Bon, moi j'ai un Fairphone, c'est un petit peu particulier parce que c'est vraiment un téléphone qui est orienté un petit peu empreinte numérique, privacy, etc. Donc c'est un constructeur qui accepte de le faire sans problème. On envoie le téléphone, il nous le flash, il nous le renvoie. Il les livre même certains avec des ROM tels que iOS, des ROM qui sont pas, on va dire Google, des ROM qui sont custom quoi. Voilà. Donc ça c'est pour les inconvénients. Ouais, voilà, épuré, c'est ça. Et puis focaliser sur la privacy, on pourra le voir. Donc, comment on fait pour installer une ROM ? Déjà, il faut la choisir. Il faut choisir une ROM en fonction de l'offre qu'il y a sur le marché. Bon, une simple recherche Google vous donnera tout un tas de listings sur les ROM existantes. Il y a un site web, un forum qui est vraiment central sur le développement des ROM Android, c'est XDA. Donc ça, c'est xdaforum.com, c'est vraiment le site sur lequel on va aller chercher de l'info.
et notamment chercher les ROM publiés pour son device. Et là, Oui. pour choisir une ROM, ben voilà, on peut se baser sur les fonctionnalités, la fréquence de mise à jour, les dernières versions d'Android qui sont gérées. Et alors moi, c'est quand même quelque chose que je regarde, c'est le nombre de maintainers et les Ouais. fréquences enfin la popularité de la ROM, pour pas se retrouver avec un truc qui dans 6 mois est abandonné parce que le principal maintainer a divorcé. On l'a vu plein de fois ça. D'accord. Ah ouais, non mais ça c'est. Donc, une fois qu'on a fait ça, on choisit sa ROM, on télécharge le zip, grosso modo. Il faut bien faire attention aussi quand on choisit une ROM de bien identifier quel est quel est le nom de son device. C'est souvent un nom, on va dire, je sais pas comment dire, une nomenclature. Mhm. Sur Xiaomi, ça va être du Mondrian, des choses comme ça, quoi, des noms. Moi, c'est juste FP5 pour Fairphone 5. Et Ouais. ça, quand on choisit une ROM, il faut bien identifier, mais c'est souvent inscrit sur les posts XEA, bien identifier quelle version de son terminal on a pour être sûr que sa ROM est compatible. Mhm. Une fois qu'on a fait ça, on installe les platform tools. Donc ça, c'est des outils Android classiques. C'est les mêmes outils qu'on installe quand on développe des applications avec Android Studio. Donc dans ces platform tools, on a notamment deux utilitaires, ADB et Fastboot. Ces deux utilitaires en ligne de commande qui vont nous permettre en fait de dialoguer via la ligne de commande avec son terminal et donc de pouvoir flash une ROM euh, sur son device. Mhm. Bien sûr, on backup avant toute opération, C'est plutôt pas mal on ça, ouais. sauvegarde ses datas. Ouais, voilà. À minima, les images, les vidéos via USB, les contacts, les SMS et MMS, il y a des applis pour ça. Il y en a Mhm. notamment une qui est très bien, qui tourne sur F-Droid. F-Droid, c'est un store alternatif, Ouais. différent du Play Store. Donc ça, je vous la conseille. Ou alors, on peut carrément faire du full backup, où on peut backup les apps, les vidéos, les images, les permissions, les datas des apps, etc. Mais pour ça, il faut avoir un téléphone routé et utiliser une appli un petit peu spécifique, Neo Backup, qui se trouve également sur F-Droid. Donc D'accord. ça, si vous avez un téléphone routé et que vous voulez faire une sauvegarde vraiment complète du téléphone, ça peut être intéressant. Et Mhm. une fois qu'on a tout sauvegardé, euh, l'étape un petit peu cruciale, hein, ça va être de déverrouiller le bootloader. Ouais. Alors, ce bootloader, c'est tout simplement un mécanisme qui empêche en fait l'utilisateur de venir flasher sa partition de boot. La partition Mhm. de boot sur un téléphone Android, c'est ce qui va permettre, c'est la partition d'amorçage, et c'est ce qui va permettre d'indiquer au système sur quoi le device doit démarrer. Et donc notamment sur la custom ROM. Donc, si on ne déverrouille pas le bootloader, c'est là qu'il peut y avoir des risques de briques du device en fait. C'est que si on va essayer de flasher, si on insiste un peu trop ou qu'on utilise des commandes qui forcent le flash, le téléphone il va dire non. Donc ça, c'est une manipulation qu'il faut faire, qui est très simple, hein. Mhm. Typiquement, ça va demander de rentrer en mode développeur Android sur son téléphone. Donc ça, c'est, je crois, 7 appuis consécutifs dans les paramètres du téléphone, dans les options, là, sur le numéro de build. On trouve la démarche très facilement sur Google. Ouais. On passe en mode développeur, on active le déverrouillage du bootloader. Là, ça peut demander un code fourni par le constructeur. Moi, typiquement, sur le Fairphone, euh, quand on me demande de dérouler le bootloader, il va me demander ce petit code-là. Je vais sur le site du Fairphone, sur le forum ou même sur le site officiel, et ils ont une démarche en fait pour obtenir ce code pour un device qui Mhm. demande le numéro IMEI du téléphone, et hop, en échange, ils donnent ce Oui. code de déverrouillage du bootloader. Et une Bon, fois que c'est fait, on est permet de tranquille. rajouter un peu de sécurité, que ce soit pas quelques Ouais, notes c'est ça, qui fassent ça pour exactement. toi, quoi. Mhm. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Il y a même chez Xiaomi, par exemple, petite anecdote, à partir du moment où en fait, ils n'acceptent de donner ce code de déverrouillage du bootloader que 15 jours après le premier accès au réseau du téléphone. Mhm. Ils mettent en fait une tempo de 15 jours. Pourquoi? Pour récupérer de la data, très certainement. Il y a aucun intérêt sinon à Mhm. mettre un délai, c'est quasiment les seuls qui le font. Donc voilà, mais même Xiaomi, même les Chinois acceptent de le faire, donc ça, il n'y a pas de problème. Tous les téléphones sont déverrouillables, sauf vraiment aller chercher des devices très très exotiques, ou alors des devices qui sont vraiment ouais, des trucs vendus sur AliExpress, des trucs un petit peu Mhm. très très bas de gamme. Mais bon, on déverrouille le bootloader, une fois que ça c'est fait. Alors attention, quand on déverrouille le bootloader, ça provoque un RAZ total du terminal. Ça va Ouais. reformater votre mémoire interne, pas la carte SD, mais la mémoire interne. Donc là, vous Mhm. perdez tout. C'est pour ça qu'il faut bien avoir backupé les contacts, vos synchronisations Google, tout, vous perdez tout. Donc ça fait un RAZ du téléphone. Et ensuite, Mhm. une fois qu'on a fait ça, alors il y a plusieurs méthodes pour flasher une ROM. La méthode la plus classique, c'est d'utiliser l'utilitaire ADB en utilisant la commande sideload. Mhm. Donc,
on déverrouille le bootloader. Ensuite, avec une pression de touche, alors ça dépend des terminaux, mais c'est très souvent le bouton power et le volume down. En maintenant le bouton power et le volume down au redémarrage du téléphone, on va rentrer en mode recovery. Donc vous allez voir, c'est en fonction des terminaux, c'est pas le même affichage, mais c'est grosso modo un mode de récupération du téléphone dans lequel on active via les options le sideload ADB, on autorise le fait de pouvoir envoyer en fait des datas sur le téléphone depuis l'invité de commande. Ouais. Ça, pareil, en fonction des terminaux, c'est décrit sur les posts XDA ou on trouve des manips sur Google, il y a l'information est trouvable facilement. Et une fois qu'on est en mode sideload sur le téléphone, hop, on tape la commande et on installe la ROM. Ça prend 1 minute, 2 minutes, et une fois que c'est installé, on redémarre le téléphone et c'est bon, on dispose d'un système Android tout frais qu'on peut utiliser à loisir. Okay. Vous voyez, donc il n'y a pas énormément d'étapes après le backup du téléphone, hein, déverrouillage du bootloader, redémarrage en mode récupération, activation d'ADB sideload et sideload de la ROM. Ouais. Et une fois que c'est fait. Et après, là, les fois prochaines où tu vas mettre à jour ta ROM alors que tu as déjà fait ça, tu n'as plus besoin de faire ton déverrouillage. Non, déjà déverrouillé. voilà, c'est ça. En fait, alors ça va dépendre des ROM parce que il y a des ROM qui proposent ce qu'on appelle les mises à jour on the air, les mises à jour OTA, c'est les mises à jour classiques sur vos terminaux Google. Typiquement, Lineage OS le fait, GraphenOS le fait, Iode OS le fait aussi, iOS. Maintenant, si par exemple vous adaptez une ROM pour votre terminal, c'est faisable en local en fait de générer un package de mise à jour OTA. Mais sinon, ça veut dire qu'il faut pas tout refaire, il faut pas redéverrouiller le bootloader, mais si on veut faire une mise à jour à la main, il faut rentrer en mode recovery, activer le sideload et taper la commande. Sans passer par la phase de RAZ du téléphone. Par contre, pour les mises à jour, il n'y a pas de problème. On peut les faire. C'est souvent que le système qui change, sauf si on change les clés de chiffrement d'une ROM, par exemple. Là, on est obligé de. Mais ça, c'est des cas un petit peu plus spécifiques. Donc, maintenant qu'on a installé sa ROM, on est content. On a du Lineage OS, on a du GraphenOS, on a du Iode, il y a tout un tas de ROM qui sont intéressantes. Vient la question du root, qui est quand même assez centrale dans l'univers de la customisation Android. Et ça, on va dire que c'est facilité au niveau des custom ROM parce que le root va utiliser certains fichiers disponibles dans votre archive en fait que vous avez téléchargé sur XDA et notamment la partition de boot. C'est comme ça qu'on va router le téléphone en modifiant cette partition de boot. Donc la première chose, c'est pourquoi router son téléphone déjà. Router son téléphone, ça permet de tout simplement être administrateur dessus et donc pouvoir autoriser certaines applications à avoir des droits privilégiés sur le téléphone. Et ça sert notamment pour les bloqueurs de pub, pour aller modifier le fichier host du système, pour y blacklister tout un tas de domaines. Ça permet justement, comme je le disais, de faire une sauvegarde complète du téléphone. Ça permet de supprimer tous les bloatware. Si par exemple on veut garder une ROM officielle Xiaomi, mais enlever toutes les applications Xiaomi, on peut le faire. Alors que par défaut, on pourra seulement les désactiver. Parfois, elles se réactivent toutes seules aux mises à jour. Enfin, là, avoir le root, ça permet de faire tout ça. Et en plus, si on est un peu plus joueur, on peut modifier des paramètres système, des paramètres du kernel. On peut overclocker son téléphone Android. Il faut savoir qu'il y a des devices qui supportent très bien l'overclock ou l'undervolt notamment. L'undervoltage, ça permet de gagner en autonomie. Là, on prend plus de risques quand même. Ouais. On diminue le voltage du processeur, comme ça il consomme moins de courant et du coup on augmente la durée de vie de la batterie. Bon, ça c'est des manipulations quand on touche aux paramètres kernel, il faut quand même savoir un petit peu ce qu'on fait. C'est mieux. Et donc, comment on route son téléphone? Aujourd'hui, la principale méthode utilisée pour router le téléphone, c'est d'utiliser l'utilitaire Magisk. Magisk, c'est un utilitaire qui a été développé par un mec solo au début. Maintenant, il bénéficie d'une bonne communauté. Il faut savoir que le mec s'est quand même fait débaucher par Google à la suite du développement de cet utilitaire. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il avait mis en ligne une sorte de store de plugins pour Magisk. Et une fois qu'il est passé sur Google, il a fallu qu'il enlève ce store-là. Donc, il continue à développer l'appli Magisk, mais pour tout ce qui est plugin, c'est déporté sur d'autres repositories sur GitHub. Mais bon, ça, c'est le jeu. Donc Magisk, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un APK qu'on télécharge sur le site de Magisk. Alors attention, il faut bien passer par le lien, par ce site-là, parce qu'il peut y avoir des fakes.
Et une fois qu'on installe son APK, on lance l'application sur le terminal et on va pouvoir ici patcher une image de boot, l'image de boot de son téléphone. Alors ça demande plusieurs choses. Déjà, ça demande de se procurer cette image de boot. Si Ouais. vous avez téléchargé votre ROM sur XDA, en fonction de comment elle a été packagée, en fait, si vous ouvrez le zip, vous pouvez trouver un fichier boot.img. Vous le sélectionnez et ensuite Magisk va le patcher, va vous générer le boot patché et l'enregistrer dans la partie download de votre téléphone, admettons. Et ensuite, il faut redémarrer le téléphone en mode fast boot. Donc c'est un autre mode un peu différent que le mode de récupération de tout à l'heure. Donc c'est souvent bouton power volume up. Voilà, à la différence du recovery. Et une fois que vous êtes en mode fast boot, vous flashez le boot modifié par Magisk, et ça va permettre à Magisk en fait d'installer un binaire SU sur le système qui n'est pas présent de base et de venir hooker en fait dans le processus d'initialisation des services systèmes d'Android. Il va venir se greffer là-dedans et il va faire tourner ses propres systèmes, ses propres services, ses propres démons qui vont permettre de granter certaines applications quand elles vont le demander. Et de leur accorder un accès route en fait au téléphone. Voilà, donc c'est une application APK que vous installez sur votre téléphone et qui vous permet de patcher une image de boot pour pouvoir l'installer ensuite via Fastboot sur votre téléphone. Okay. Donc ça c'est Magisk, c'est vraiment l'utilitaire principal pour faire ça. Alors il faut savoir concernant Magisk que les applications bancaires détectent la présence du root sur le téléphone. Ils font tout simplement un where is SU déjà de base, et s'ils voient qu'il y a l'utilitaire SU d'installer sur le système, ils peuvent refuser de se lancer. Ça c'est pas grave. Magisk possède en fait un système de deny list où en fait il va venir se cacher vis-à-vis de certaines applications. Je pourrais le montrer sur mon terminal tout à l'heure. Donc ça permet aux applications bancaires et à Netflix notamment de pas détecter en fait le root sur le téléphone et d'accepter de se lancer tout de même. Ça peut, moi je sais que sur le Crédit Agricole par exemple, il faut faire ça. Okay. Hop. Donc maintenant qu'on a vu le root, il y a un autre point qui est, on va dire, assez important dans la communauté des ROM, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait à propos des services Google. Parce qu'en termes de partage de data, ça se pose là. Comme on dit, Google n'est pas votre ami, hein. Il récupère tout un tas de données. Ouais. Et très souvent, les custom ROM, elles sont distribuées. On a le choix souvent d'installer ou pas les Google Apps dessus. Donc, typiquement, LineageOS de base, il est distribué sans le Play Store, sans les Google Services. Ce qui fait que si vous installez typiquement une application, j'en sais rien, par exemple l'application bancaire, elle n'aura pas les notifications push, parce que les notifications push sur le terminal Android, ça passe par les Google Services. Donc pour pouvoir continuer à utiliser ces applications, on a deux grandes alternatives qui permet de bénéficier des services Google tout en évitant de balancer de la data personnelle partout sur le cloud. Donc on a une première approche qui est intégrée notamment de base à la ROM GrapheneOS, qui sont les GApps sandboxés. Donc ça, c'est finalement les Google Services, mais qui s'exécutent dans un environnement sandboxé et qui donc au niveau du système Android sont considérés comme des applications utilisateurs classiques. Elles n'ont pas les privilèges qu'ont les Google Services dans une ROM standard. Et donc ça permet de venir tweaker les autorisations et dire là je partage pas ma localisation, là je partage pas l'ID du terminal. Voilà, donc on a des options en fait qui permettent d'affiner les permissions que peuvent s'octroyer les Google Services, mais ça reste malgré tout des Google Services qui vont nécessiter l'envoi de data pour fonctionner. Ce qui fait que ce tweak de permission, il a ses limites. À un moment donné, ça va plus marcher, quoi. Si vous interdisez tout aux Google Services, ils vont juste pas tourner sur votre device. Mais bon, ça permet d'augmenter un petit peu la sécurité, mais surtout l'empreinte numérique de ces applications-là et un petit peu la privacy vis-à-vis de vos données. Et on a une autre approche. Ça, c'est le projet MicroG. Ce projet MicroG, c'est une réimplémentation des Google Services qui va éviter ou faker les datas envoyées à Google.
Donc là, c'est carrément de la réimplémentation, ce qui fait que de base, on n'envoie pas du tout autant de données. Et quand on en envoie, ben, on va générer de la fausse data, on va utiliser comme ça des petites astuces pour Ouais. éviter de propager toutes les infos du terminal, quoi. Et alors, MicroG comparé au service sandboxé de GrapheneOS, le problème c'est qu'ils ont tout le temps un petit temps de retard en fait sur les mises à jour des Google Services Mhm. et ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes de compatibilité. Donc voilà, c'est une approche qui fonctionne. Moi je les ai d'installer sur mon terminal, ça marche très bien. Mhm. Mais à la marge, il y a certaines applications qui peuvent ne pas être compatibles. Ça peut arriver. Donc Ok. voilà un petit peu pour CG Apps. Donc voilà, donc alors, je sais pas, on n'aura sans doute pas le temps de voir à quoi ressemble une custom ROM et qu'est-ce qu'on peut en faire, C'est pas grave, j'imagine on fera un épisode 2. Mais ouais, effectivement, on pourra faire un épisode 2 où je pourrais vous montrer euh, à quoi ça ressemble, grosso modo, une ROM Lineage. Moi, actuellement, sur mon téléphone, j'ai installé donc la dernière version de Lineage OS et je l'ai en local, j'ai les sources en local pour pouvoir développer un bloqueur de pub sur Android qui viennent directement se greffer en fait aux librairies système pour Hmm. bloquer les résolutions de DNS. Voilà, c'est un petit exemple de projet qu'on peut faire quand on build sa propre ROM. On peut venir en fait se greffer directement sur le système pour modifier sa ROM et ajouter des fonctionnalités. Voilà. Oui, tu es moins tributaire du constructeur, Et comment ouais, dire, de l'éditeur de l'OS et ouais des c'est ça. surcouches dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais, exactement, exactement. Là, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Des bêtises aussi, bien sûr, Ah mais, oui. mais voilà. Oui, parce que tu as aussi dans la partie bêtise j'imagine que ton téléphone est Mhm. peut-être un peu plus ouvert au fait d'avoir des installations tierces et peut-être Alors, ouais. non souhaitées. Alors, si on route pas son téléphone, Mhm, non, pas forcément, parce que la plupart en fait, comment dire, la custom ROM, c'est pas un hack d'AOSP. C'est vraiment quelque mhm, chose qui est très bien intégré. Quand on installe une ROM Lineage OS, elle est signée exactement comme est signée la ROM d'un constructeur. Et mhm. ce qui fait qu'on peut reverrouiller, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fonction des ROM qui sont distribués, on peut reverrouiller le bootloader par la suite. Ce qui fait que le D'accord. téléphone n'acceptera les mises à jour uniquement publié par Lineage OS. Voilà. Si on a D'accord, une ROM d'accord. Lineage OS officielle et qu'on vient reverrouiller le bootloader, en fait, on est dans un état de sécurité qui est exactement le même que sur une ROM classique. J'ai envie de dire même meilleur, vu qu'on a moins d'applications, donc moins Hmm. d'exposition potentielle. Voilà, c'est Ok, mieux ok. qu'une ROM Xiaomi qui va embarquer tout un tas de bloatware, par exemple. J'espère. Oui, c'est Donc, pas chinois pas du coup. forcément. Par contre, le root, oui. Le root augmente un petit peu la surface d'attaque tout simplement parce que il peut y avoir il y a des vulnérabilités dans Magisk. Il y en a une récente là qui permettait notamment à certaines applications sous certaines conditions de se granter l'accès root sans faire apparaître la petite pop-up. Bon, Hmm, ça a été fixe, mais bon, comme dans tout logiciel, en fait, il peut y avoir des failles. Donc effectivement, s'octroyer un accès root sur un téléphone, c'est pas neutre. hmm. Mais bon, ça permet de faire tout un tas de choses à côté, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Bah, il faut mesurer Ouais. son besoin, sa capacité et l'éventuel danger. Normal, hein. Ouais, le Prendre sa bénéfice-risque. responsabilité. Ouais, ouais, complètement. Ok, eh ben, écoute, c'était drôlement intéressant et ben, on voit ensemble tout à l'heure pour préparer un épisode 2 parce qu'on a envie de voir la démo, bien entendu. On est venu pour ça. Ouais, Et ouais, tout à fait. là, on a un très beau préambule et puis on verra ça bientôt. Vous inquiétez pas, les amis. En attendant, la semaine prochaine, vous voulez tous savoir ce qu'il y aura dans le 1330, je le sais. Parce que moi aussi, je me pose la question. Et nous parlerons de Power Platform Component Framework, dis donc. On pourra personnaliser l'UX et ce sera avec Thomas Moreau, un nouvel intervenant encore dans le 1330. Ça n'arrête pas, c'est dingue, c'est 2025, c'est normal. Merci beaucoup à tous et merci Rémi. Alors attention. Eh oui, des démos, ils nous disent, ouais, tu démos. On dit intéressant, merci. Ah, est-ce que tu peux unroot un téléphone? On nous pose comme question que j'avais oublié Ouais, de ouais, regarder. tout à fait. Il suffit de reflasher le boot IMG original et ça enlève le root. Ouais, tout à fait. Et voilà, vous savez tout. Merci bien Rémi et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres trucs rigolos dont je vous ai donné le titre tout à l'heure. Salut. Merci tout le monde.